Bonsoir et bienvenue dans Question Directe. Je reçois ce soir Olivier Servat, le député de la première circonscription. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de la TV, bonsoir Karen. Bonsoir. Alors, il y a un an, vous chantiez Noël avec celui qui allait devenir le président de la République. Est-ce qu'un an après, vous avez toujours envie de chanter la partition qui est mise en musique par ce gouvernement? Oui, puisque nous avons courageusement défendu le programme d'Emmanuel Macron. Il le met en place avec son gouvernement, avec l'aide des députés dont je fais partie. Et nous sommes très contents de ça d'ailleurs. Je peux vous dire que je lui ai fait un petit message lui rappelant ce chantier Noël. Il m'a dit « Olivier, souvenir inoubliable, embrasse-les tous ». Alors, est-ce que vous avez le sentiment que ce gouvernement comprend réellement les enjeux des Outre-mer? Parce qu'on a pu en douter lors de la gestion de l'après-Irma, après Maria, au moment des contrats aidés, lors de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle qui était très restrictif pour la Guadeloupe, ou encore le choix qu'avait été fait aussi à l'origine de réduire drastiquement les dotations pour la DOM. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que ce gouvernement comprend les enjeux qui sont les nôtres? On doit quand même remarquer que c'est vrai que c'est un gouvernement qui est neuf, nouveau et qui n'était pas forcément sensibilisé aux problématiques de l'outre-mer au départ. Nous sommes là, nous députés ultramarins, nous ne sommes pas nombreux de la République En Marche, mais plus généralement les députés, y compris en Guadeloupe où nous travaillons main dans la main, sommes là pour donc le vous moment les avez mis venu. au parfum. Ah oui, rappeler les enjeux des Outre-mer et, si nécessaire, demander à ce que la copie soit corrigée. Concernant l'arrêté de catastrophe naturelle, vous avez remarqué que nous l'avons signalé énergiquement et que tout est rentré dans l'ordre, même plus que prévu. Concernant les contrats aidés, là aussi, vous avez remarqué qu'il y a une préservation. Préservation ne veut pas dire non-diminution, mais préservation des contrats aidés pour l'Outre-mer et y compris pour la Guadeloupe au niveau de 2017, pareil qu'en 2018. Même si après, ils évoluent. Même si après, on doit évoluer. Pourquoi? La ministre du Travail l'a dit, Muriel Pénicaud récemment, on ne peut pas se contenter d'utiliser de la main-d'œuvre en difficulté, en marge de la société, à bas coût. Et ce qu'elle souhaite, elle, c'est faire un contrat qui devienne plus qualitatif. Exactement, et plus finalement inclusif dans la possibilité d'employer ces personnes-là à terme. Parce qu'aujourd'hui, un quart simplement de ces personnes sont employables en CDI après le contrat. On devrait arriver à un taux autour de 60-70% comme les autres types de contrats aidés. Parce qu'on ne peut pas se satisfaire de la précarité répétée. Donc en clair, à aucun moment, vous n'avez regretté finalement d'appartenir à la majorité, d'appartenir à En Marche. Vous n'auriez pas trouvé ça plus confortable, comme Justine Bénin ou Max Mathiazin, d'être apparenté au MoDem? Non, je ne suis pas pour le confort, je suis pour l'action et je suis pour le courage politique. Aujourd'hui, j'ai défendu courageusement le programme d'Emmanuel Macron parce que j'y crois, parce que c'est un homme d'action, c'est un homme qui veut réformer la France et je remarque avec grand plaisir qu'il met en œuvre son programme. Il fait ce qu'il a promis de faire, que ce soit sur les contrats de travail, que ce soit sur aussi la moralisation de la vie publique et je peux vous dire qu'il est à l'écoute de l'outre-mer et si nécessaire, on peut toujours corriger des actions qui pourraient l'être et je trouve que nous avons une oreille attentive. C'est ça. En tout cas, vous, si ça ne va pas, vous le direz. Est-ce que vous pourrez être un député de la République En Marche rebelle dans l'hémicycle? Alors, vous avez le droit d'être rebelle au sein de la majorité? Le député est libre. C'est une qualité qu'il a. Je ne crois pas que des fois, le groupe muselle un peu ses députés. Oui, la rébellion, à mon avis, n'est pas la bonne façon de faire. Je comprends qu'à l'Assemblée, ce qui fonctionne, c'est la discussion, l'échange, la compétence, le pouvoir de conviction sur beaucoup de domaines. Il m'a été demandé de préparer une proposition de loi sur l'accès et le retour des cadres d'origine domienne dans leur pays d'origine. Donc ça pourrait être une loi Olivier Servat 2018 ? En tout cas, une loi sur ce domaine-là, effectivement, avec d'autres, nous y travaillons à la demande de l'Élysée d'ailleurs. Donc, il ne s'agit pas de toujours être dans la confrontation, mais avec de la discussion, de l'échange, dans l'intérêt de la France, parce que les Outre-mer font partie de la France, on arrive à se faire entendre. Oui. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas un député béni oui-oui, inféodé à la majorité. Non, nous avons notre mot à dire quand il faut le dire, et nous le disons parfois avec beaucoup d'énergie. Alors, vous le disiez, Emmanuel Macron va vite, il engage rapidement ses réformes. Harry Chalus, lui, depuis 2 ans, plutôt prend son temps, s'est montré plutôt prudent, voire attentiste. Alors, vous n'avez pas un peu l'impression que les choses bougent plus vite à l'échelle nationale qu'à l'échelle régionale ? Harry Chalus fait partie de la République En Marche, il est membre du comité directeur du parti. Et concernant la région, et je suis dans l'équipe régionale d'Harry Chalus, nous avons pris le temps d'assainir les finances publiques de la région. Aujourd'hui, nous avons une capacité, une énergie financière où, je vous le dis, Karen, nous sommes en mesure aujourd'hui, dans les 3 années à venir, avec la conjonction des fonds régionaux, des fonds européens de pouvoir, et des emprunts, d'investir 1 milliard d'euros. Parce qu'il fallait
pouvoir identifier les secteurs. Nous avons décidé que le tourisme serait un des fers de lance de cette politique de nouveau modèle économique. Nous avons décidé aussi que l'ensemble du réseau routier doit être repris. Nous avons décidé de prendre à bras le corps la problématique de l'eau. On ne peut pas se satisfaire que quelques individus éparses, parce qu'ils auraient la compétence de l'eau, notamment, je pense au président de Cap Excellence, puissent bloquer le système. Nous serons vigilants à cela. La région, aujourd'hui, n'est pas attentiste. Elle est dans l'action, mais dans une action réfléchie, modérée, mais déterminée. Vous n'avez pas perdu 2 ans. Et d'ici la fin de la mandature, il n'y aura plus d'embouteillage en Guadeloupe, de l'eau coulera au robinet, les déchets, la problématique des déchets sera résolue. Alors, vous avez évoqué là 3 lourdes problématiques fondamentales. Qui ne sont pas toutes que de la compétence de la région non plus. Aucune d'entre elles, mais en tout état de cause, concernant les routes, nous mettons en place le bus des mers pour désengorger la Guadeloupe. D'ailleurs, on devait l'inaugurer en cette fin d'année. Il est prévu pour quand finalement? Pour 2018, les marchés sont en train d'être lancés et donc ce sera pour désengorger les routes. Parce que, vous savez, on ne peut pas construire des 2 fois 2 voies partout parce que ça voudrait dire qu'on obérerait le foncier, par exemple, entre Saint-François et Pointe-à-Pitre. Ce serait gênant. On peut faire une route sur la mer, par exemple? Non, c'est beaucoup trop cher, c'est pas la bonne solution. La Réunion a essayé, elle s'en mord les doigts aujourd'hui. Par contre, on peut désengorger avec le bus des mers. Sur l'eau, on ne peut pas se satisfaire, je vous le disais. La région a dit que si ça n'avance pas, on fera en sorte d'avoir l'habilitation, au moins pour l'animation. Nous travaillons sur ça intelligemment. Sur les déchets, ça y est, nous sommes positionnés. Il y avait soit engorger la gabarre ou soit disperser les zones de Donc tri. c'est ce vers quoi on va s'orienter? C'est validé. Nous allons disperser sur au moins 8 sites de la Guadeloupe les zones de tri pour qu'on soit au plus proche de la population. Donc vous voyez, ce sont de l'autre problématiques qui prennent du temps, mais nous travaillons sérieusement pour avancer. Au bout des 3 ans, tout ne sera pas réglé, mais on aura avancé. Alors, les assises des Outre-mer, vous ne croyez pas que ça va faire un flop? Alors, j'ai eu à le dire personnellement à la ministre des Outre-mer et au cabinet du Premier ministre et du Président de la République, on ne veut pas que ce soit du cinéma et du bavardage comme les États généraux. Il faut que ça débouche sur quelque chose. Pour l'instant, il faudrait que les gens bavardent sur ce sujet, justement, parce que autant on a l'impression que tout le monde applaudissait pendant la campagne, mais qu'aujourd'hui, les élus ne sont pas du tout mobilisés et que par conséquent, ils ne mobilisent pas les gens qui ne remplissent pas les ateliers thématiques. Je peux vous dire que sur Internet, il y a une activité intéressante. Je peux vous dire aussi que j'ai eu l'honneur d'accompagner le président de la République en Guyane et j'ai eu à lui dire que, Monsieur le Président, ça ne peut pas s'arrêter à un grand livre bleu Outre-mer de mars. Il faut qu'il y ait derrière des conséquences. Et il l'a dit lors du lancement des assises en Guyane, je suis très content, il a dit 3 choses fondamentales. Qu'à l'issue de ces assises, il pourrait y avoir, si les populations le souhaitent, une évolution constitutionnelle, une évolution législative, une évolution réglementaire et de toute façon une grande loi financière à l'automne prochain pour traduire ce qui aurait été acté dans les assises. Donc, rassurez-vous, nous sommes très vigilants pour que ça ne reste pas lettre morte et que ça débouche sur des conséquences concrètes pour rattraper le retard entre l'Hexagone et les Outre-mer. C'est ça, parce que de ces assises dépendent finalement derrière l'application, ou en tout cas le contenu de l'application de la loi égalité réelle. Exactement. Il y a ces fameux plans de convergence qui sont prévus dans la loi et je peux vous dire que de façon assidue, nous veillerons à ce qu'il y ait une traduction concrète pour qu'au fur et à mesure, à l'horizon 5, 10, 15, 20 ans, sur tous les domaines, nous rattrapions le retard sur la santé, sur les énergies renouvelables, sur l'emploi notamment. Alors Olivier Servat aujourd'hui est un député à 100% ou il est déjà à 100% candidat à la mairie des Abîmes? En tout état de cause, le magazine Capital a sorti le classement des députés ultramarins. Je suis sur le podium, 3e député ultramarin qui travaille. Donc je peux vous dire que je suis à la tâche en tant que député jusqu'à ce que ce mandat prenne fin. Bien évidemment, concernant les Abîmes, nous ne nous sommes jamais cachés. Le mouvement Ecos-Abîmes a dans son ADN politique statutaire d'administrer la ville des Abîmes. Donc le moment venu, en 2020... Vous prenez déjà un peu pour le maire alors? Nous aurons un candidat nécessairement du mouvement et de ses alliés en 2020, la question de qui aujourd'hui est prématurée. Merci beaucoup Olivier Servat d'avoir répondu à mes questions. Bonne fête de fin d'année à vous également. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve demain pour un nouveau question direct. En attendant, l'information continue sur ATV Guadeloupe.